Une dernière question, je profite de votre présence, Massimo Barra. Peut-être avec votre casquette de citoyen italien autant que de directeur de la Croix-Rouge, comment expliquez-vous que le débat se soit, ou la situation se soit à ce point dégradée que les Roms roumains ou les Roms en général soient porteurs de tous les maux de la société italienne? Parce qu'il y a une paranoïa collective qui d'ailleurs est renforcée par tous les médias qui ont associé par exemple la Croix-Rouge à fingerprinting, ce qui n'a jamais été le cas. Même dans un rêve, jamais la Croix-Rouge italienne aurait pris le fingerprinting. Mais les empreintes digitales. Dans le cirque médiatique, ça est passé. Et donc ça a créé une paranoïa. Et la paranoïa, vous savez, est circulaire. On entre dans un niveau de discussion qui n'est pas logique, mais absolument illogique. C'est illogique, la xénophobie et le racisme de certaines Italiennes, c'est illogique ce qu'ont fait certains médias d'accuser la Croix-Rouge italienne de choses qu'il n'a jamais pensé de faire. On devrait admirer la Croix-Rouge italienne pour son action de plaidoyer, parce que si le gouvernement italien peut-être a changé d'une façon humanitaire cette action, c'est grâce à l'action de la Croix-Rouge italienne. Merci beaucoup Massimo Barra. Je me tourne vers Samir Millet. Les Roms de France ont regardé ça, j'imagine, avec intérêt, peut-être aussi avec un peu d'inquiétude. Oui, avec beaucoup d'inquiétude. Il faut dire que l'actualité italienne ressemble aussi à l'histoire française. C'est que la France a régulièrement, systématiquement fiché sa population rome depuis 1912. Et ça, avec la mise en place du carnet anthropométrique qui présente les mêmes caractéristiques de ce qui a été annoncé par le gouvernement italien, c'est-à-dire photo, face et profil. C'était d'ailleurs une des premières utilisations de la photo pour des documents d'identité, empreinte digitale, signes particuliers, etc. Donc ce que le gouvernement italien avait annoncé il y a maintenant un peu plus d'un mois, ça va faire 2 mois, c'est finalement quelque chose qu'on a connu en France et qu'on connaît encore parce que le carnet anthropométrique dont je viens de parler on dit qu'il a disparu en 1969, mais en fait il n'en est rien parce qu'il a été tout simplement remplacé par d'autres documents d'identité qui certes n'ont plus des données biométriques, mais qui recensent quand même une population qu'on appelait nomade en 1912, comme on appelle aujourd'hui nomade en Italie, et qu'on a commencé à appeler gens du voyage en France à partir des années 60-70. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que par principe, les nomades sont les premières populations qu'on pourrait dire trans-européennes, et on va essayer de faire un état des lieux rapide à l'aide d'une carte qu'on a préparée pour vous avec l'aide de Courrier International sur justement l'état des lieux de cette population nomade ou rome en Europe. Vous voyez effectivement les gros effectifs en Roumanie, 2 400 000 et en Bulgarie 800 000. 400 000 en France, 800 000, une très grosse communauté en Espagne aussi. Messieurs, comment vous pouvez nous commenter ça un peu? Tout d'abord, je voudrais rectifier. La carte s'intitule bien les Roms en Europe, donc il ne s'agit pas des nomades, il s'agit des Roms. Je rappelle que 95% de la population rome européenne est sédentaire, et ceci depuis des siècles. À titre d'exemple, à Perpignan, par exemple, les Gitans sont parmi les plus anciens habitants de la ville et on trouve des documents d'état civil de l'époque d'il y a 4-5 siècles quand l'état civil était tenu par l'Église. Bon, Yannick Lucas, c'est le cas de... En quoi, quand on voit ces effectifs en Roumanie et en Bulgarie, en quoi le 1er janvier 2007, l'entrée de ces 2 pays dans l'Union européenne a changé la donne au niveau du terrain, là où vous situez-vous? Moi, sur le terrain, du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007, 6 mois après, j'ai pas vu de changement effectif sur le terrain. Le nombre de personnes sur le terrain n'a pas augmenté. Je crois que c'est comme... c'est aussi quelque chose de médiatique. 1er janvier 2007, on dit que ça va être une vague, une arrivée massive de Roumains et de Bulgares en France. Moi, sur le terrain, j'ai pas vu ça. Mais ils y sont quand même, il y en a quelques-uns.
Oui, mais ils étaient là aussi bien avant l'intégration de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne. Donc ce ne sont pas des hordes qui ont déferlé sur Paris? Non. Mais la situation était déjà dramatique, elle est restée tout autant, ou elle est devenue plus dramatique qu'elle est restée tout autant. Elle est devenue plus dramatique dans le sens où on aurait pu croire que l'intégration de la Roumanie et la Bulgarie dans l'Union européenne aurait arrangé les choses. Elle s'est presque empirée, on pourrait dire, elle s'est empirée. Et elle a donné des illusions aux citoyens roumains et bulgares, notamment Roms, et ces illusions, voilà quoi, elles restent lettre morte. On peut la traiter comme une émigration économique au même titre que les boat people d'Afrique qui essayent d'arriver en Europe? Pour moi, immigration économique et immigration liée à la discrimination, c'est pareil, quoi. Donc, à partir du moment où on est pauvre, ou à partir du moment où on est discriminé, pour moi, c'est lié. Les deux choses sont liées. Mmh. Qu'on vienne d'Afrique, on n'a pas de travail, donc on essaie de venir en Europe occidentale, on prend tous les risques nécessaires. Les citoyens roumains et bulgares, en l'occurrence Roms, font aussi tout ce qui est possible pour venir en Europe occidentale. On le voit bien avec la distribution des obligations à quitter le territoire français. Les citoyens roumains, en l'occurrence Roms, reçoivent des OQTF. Un mois ou une semaine après, ils se retrouvent sur le terrain. Ils sont de retour en France. On s'attardera plus dans la deuxième partie de ce débat sur la situation spécifique française et notamment la différence entre les gens du voyage, selon l'appellation administrative française, et les Roms, les étrangers, les Français. On a vu avec Samir Millet que le problème lexico-nomade, gens du voyage sédentaire était très compliqué. On aborde ça donc dans la deuxième partie avec le sénateur Hérisson, auteur d'un rapport sur les gens du voyage en France. En attendant, sur France 24, vous retrouvez évidemment le journal. À tout de suite.